Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup au Laptop de nous accueillir ce soir et de nous permettre de parler un petit peu de nous et de notre travail. On va essayer de parler un peu plus de notre travail que de nous, parce qu'on ose espérer que les deux se confondent un petit peu. Ouais, bonsoir. Je ne sais pas si c'est parce qu'on pensait être trop long ou pas, mais je crois qu'on va être beaucoup plus court que tous ceux d'avant. Donc, bon, en tout cas, moi je m'appelle Jules, lui c'est Gaspard. Donc on est invité ce soir parce qu'on n'est pas designer, on ne travaille pas l'image, on travaille le son. Donc on est ce qu'on appelle sound designer avec ce terme anglais, où on fait du sound design. C'est un terme qui nous convient bien nous, mais qui est quand même un peu fourre-tout et qui regroupe vachement de choses, qui est très très difficile à vraiment à cadrer. Il y a des gens qui sont en fait musiciens, il y a des bruiteurs. Déjà, si en fonction des domaines, on n'est pas sur les mêmes noms. Dans le cinéma, il y aura des bruiteurs, des monteurs son. Et tout plein d'autres choses qui il y a beaucoup de métiers. Monteur son, mixeur. Et en fait, c'est un terme qui est... On est un peu tous d'accord sur ce que c'est du son. Mais je voulais juste quand même qu'on parle vite fait du fait que c'est un terme qui est très jeune, qui est beaucoup plus précis en Angleterre surtout, mais en France en fait on dit sound designer, c'est un peu fourre-tout, donc on va essayer d'être un peu plus clair nous sur ce qu'on fait, même si on fait aussi de la musique, un peu de bruitage, du sound FX, pareil, je réutilise des termes anglais, je suis désolé. En France, habilleur sonore, créateur sonore, on entend plein de choses, que ce soit si on est dans le podcast ou dans le cinéma, ça s'appelle pas pareil, enfin bref. Voilà. On s'est rencontrés tous les deux, parce qu'il faut quand même parler un peu de ça. En fait, ça fait des années qu'on se connaît. On s'est rencontrés en grande section. On n'y est plus. À Dijon. Donc vous pouvez revenir une deuxième fois si vous voulez. Et en fait, on a toujours évolué ensemble. On a toujours plus ou moins communiqué en parlant de musique depuis notre plus jeune âge en fait. Moi je viens d'une famille de musiciens, Jules dans sa famille ils ont toujours été aussi très proches de la musique, du cinéma aussi, donc de la musique à l'image. Et ensuite on allait au collège ensemble, on a créé ici c'est la vérité, on a fait notre premier groupe de rock ensemble qui était une catastrophe totale. Rien n'en est sorti, si ce n'est que, je sais pas, notre premières interactions avec des instruments de musique et le fait de collaborer aussi autour d'un projet musical. Ensuite, on allait au lycée ensemble, pareil, on a continué la musique, mais ça s'est transformé en un petit peu autre chose. On est passé plus sur un registre plus électronique parce que c'était la mode et qu'on était rapidement influençable. Et ensuite, à partir de là, on s'est séparés. Jules est parti à Nancy faire des études d'ingénieur. Moi, je suis parti à Paris faire du théâtre. Donc, je suis comédien, en fait. On aurait dû commencer par ça, peut-être. Ouais, peut-être. En plus, c'est marrant. On ne fait pas du tout le travail de nos études, voilà. Donc, Contour, c'est notre projet en commun, mais ce n'est pas notre projet central dans nos vies respectives. Moi, je suis comédien, Jules est musicien. Du coup, oui, mais... On est hyper prêts. Et voilà, et donc il y a 4 ans, on a décidé un petit peu de se rassembler autour de la musique et d'une musique qu'on n'arrivait pas forcément à faire nous-mêmes au cadre d'un groupe. Mais on s'est dit, bon, on sait faire de la musique, peut-être qu'on peut faire de la musique pour d'autres gens. Et donc il y a 4 ans, on a créé Contour et c'est arrivé un petit peu au même moment. Je sais pas, voilà, on avait un ami en commun qui lui était graphiste, qui faisait des vidéos. Il nous a dit, hey, les gars, est-ce que ça vous dit de faire de la musique là-dessus? On a dit, ouais mec, grave et tout. Et donc on l'a fait et c'était notre première création ensemble. Ensuite, s'en est suivi d'autres. On a commencé à rencontrer des gens un petit peu, à s'intéresser un peu, à se faire une page Instagram, à contacter des gens. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas juste Paris, mais qu'avec Internet, on pouvait envoyer un mail à « Hey, salut mec, t'es à Los Angeles, ta vidéo elle est trop cool, mais le son il est pas terrible et tout. » Évidemment, on disait jamais ça, mais... voilà. Et donc à rentrer comme ça en contact avec des gens et au fur et à mesure se faire un petit carnet d'adresses de gens avec qui travailler, quoi. Et c'était assez indépendant pour commencer. Et puis ensuite, rapidement, ça s'est transformé en quelque chose d'autre, où là, on a commencé à rentrer en contact avec
pas uniquement des créatifs, mais aussi des boîtes de prod, des boîtes de com, des agences ou des choses comme ça, et donc à travailler pour la pub, disons-le. Ouais, et d'autres choses aussi. Et d'autres choses aussi. Mais voilà, ça c'est un petit peu agrandi, et puis voilà, on a commencé à travailler sur plein d'autres choses différentes. Ça, c'était la présentation, ça. C'est vrai, c'est la présentation. On a fait... ouais. Ok, et donc voilà, nous, on voulait un petit peu parler pas uniquement de nos projets, ni de vous faire la liste des choses qu'on fait ou qu'on a fait ou qu'on aimerait faire, mais peut-être plus introspectif dans le processus qu'est le nôtre et dans ce qui nous habite un petit peu au jour le jour quand on fait de la musique. Et donc, on voulait partager avec vous un aspect, comme une espèce de matière sous-jacente à notre travail, avec laquelle on travaille, sans forcément se le dire, sans forcément en être conscient. C'est... Voilà. Comment créer le meilleur son du monde? Voilà, bon, une question qui est un peu une blague, hein, mais on n'y arrive pas, mais puis ça veut un peu... Enfin bon. Mais sous ça, il y a un slide suivant. Et en fait, on va vous parler un peu de... On trouvait ça marrant, vu que vous êtes, je pense, plus des gens de l'image ici. Quand même, vous montrer un peu comment on fabrique un son, un sound FX, avec des petites anecdotes marrantes, nous, de comment on a pu en faire un ou deux. Et ensuite, il y a évidemment la technique, et on peut avoir plein d'astuces, plein de manières de faire l'objet, mais en fait, il faut que ce soit aussi le bon objet. Et nous, en tout cas, on n'a pas... un truc hyper important, c'est parler avec le client ou les artistes avec qui on travaille, de quelle va être la direction sonore qu'on choisit. Le son, c'est quelque chose d'hyper abstrait. On est très peu, même en musique, même en musicien, chez les musiciens, c'est toujours difficile de parler de son. C'est quelque chose que... l'œil a de toute façon, dans nos sociétés, énormément d'avance sur les oreilles. Parce que voilà, c'est normal, l'œil c'est hyper puissant et on s'est construit comme ça, on se déplace comme ça, on vit vraiment comme ça. Donc quand on envoie soit des références, soit même nous, nos projets, c'est toujours hyper difficile de comment on parle de tel son, alors qu'en image on va dire ouais, tel calque ou telle couleur, tel objet dans la vidéo ça va pas, ou il faut le changer, peut-être plus gros, plus petit. Ou même géographiquement, quoi, il suffit de dire en bas à droite et tout. Voilà, donc il y a tout ce truc où on voulait parler un peu du déroulement d'un projet et comment on essaie de communiquer, d'essayer de séparer aussi un peu de l'émotionnel pour avancer dans le projet pour avancer le projet. Ouais. Donc merci. Du coup, fabrication d'un son. On va prendre comme exemple un projet qui est de la publicité qu'on a fait pour un rouge à lèvres de chez Chanel qui s'appelle Rouge Duo. Et donc la vidéo, les 3D sont faites par donc des amis à nous qui s'appellent Area of Work, qui s'appellent Scott et Amine. Et qui en fait Scott est l'ami qui nous a mis en fait le pied à l'étrier en nous disant un jour ouais, vous voulez pas faire du son sur cette vidéo. Alors je crois qu'on vous montre d'abord la vidéo sans son, qui est déjà très impressionnante. Et en plus on trouvait ça marrant parce que nous c'est ce qu'on reçoit en général. On reçoit la vidéo sans son. Et donc c'est ça. On vous montre une pub, hein. Désolé. Un peu... en fait, les 3/4 des gens regardent ça sans son sur Instagram, parce que c'était pour leur site internet et pour Instagram. Mais voilà, par chance, on est arrivé quand même dans ce projet parce que Chanel voulait quand même mettre du son. Et alors, on va vous montrer un peu plus loin avec le son. Mais vu que nous, ça n'arrive pas tout de suite avec le son, on voulait quand même un peu vous rentrer dans le processus avec un exemple d'un son, nous, qu'on a bien aimé, surtout dans le résultat final, qui fait un peu la signature de ce petit rouge à lèvres, qui en fait normalement fait un bruit vraiment nul. On l'a vu dans les mains, c'est genre ça fait pas de bruit du tout. C'est un rouge à lèvres en fait, donc ça
ça chante pas des chansons, quoi. Mais c'est ça on parlera de ça plutôt dans la deuxième partie. Et puis même d'ailleurs, dans la 3D, il est hyper joli. En vrai, il est beaucoup moins beau. Même le rouge à lèvres fait des vieux caca autour du truc. Enfin, c'est pas... C'est ce qui est marrant, quoi. Donc... Alors si, on a quand même mis la vidéo avec le... Alors non, pardon. Ah merde, on peut revenir? Oui. Pardon, désolé. Alors quand même, on voulait au moins parler de... Donc on est dans la fabrication d'un son. Nous, il y a plein de strates quand même différentes. Notamment une qui est souvent là, parce que... Enfin, qui est souvent là, c'est le fond sonore. Même si... donc des fois, il y a de la musique, il n'y a pas forcément besoin de fond sonore, mais même au cinéma, dans une scène, vous avez des gens qui parlent. Même si c'est du cinéma français, il n'y a pas de la science-fiction, tout ça. Cinéma français, il y a de la science-fiction au cinéma français. C'est ridicule ce que je dis. Mais il y a toujours voilà, un son qui a été enregistré à part, un fond sonore, une espèce de silence, parce que ce serait horrible d'avoir en fait, du vrai silence qui n'existe pas en fait. Donc même maintenant. Si on est, non, il n'y en a pas. Et donc voilà, on voulait quand même vous mettre la piste juste ambiance sonore pour vous faire comprendre un peu les différents plans de son. Et donc là, un peu dans l'idée, c'était... Ouais, c'était de créer une espèce d'espace autour en fait, du produit en lui-même. Et donc là, ce que vous allez entendre, c'est pas... Enfin, ça participe évidemment, mais c'est pas le son signature du « voici votre rouge à lèvres », c'est plutôt un peu le cadre en fait, dans lequel le son va ensuite marquer en fait, l'objectif du truc. Il faudrait mettre plus fort, je pense, parce que j'ai entendu un peu ça. C'est quel bouton jaune? Ah ouais, ok, ouais. Non mais là, vu que c'est l'ambiance de fond, c'est pas très fort. Et donc vous avez vu la première vidéo, il y avait une ambiance un peu stellaire, un peu l'espace, un peu technologique, un peu voilà, sophistiqué et tout. La station spatiale internationale. C'est ça. Donc, voilà. Donc ça, c'est le fond. Donc ça, c'est la couche de fond, ce qui est un peu éloigné, mais évidemment, c'est plutôt le rouge à lèvres qui est en face. Donc, Ensuite, c'est parti d'une... Bon, il y a toute une phase où on va un peu essayer d'enregistrer des sons. Déjà, on se trimballe toujours un peu, même en vacances, avec des micros. On enregistre beaucoup de sons. On est un peu fétichiste du son. Et ce qui vient, on se l'était dit, justement beaucoup de la musique électro qu'on a écoutée, qui est une musique qui est pas vraiment basée sur finalement une partition. Ouais, vraiment dans le centre de cette musique, c'est beaucoup le travail du son. Il y a même beaucoup de musiciens électro qui parlent de design sonore quand ils vont sélectionner un son. On a des morceaux qui sont incroyables et qui peuvent juste être vraiment issus d'un son, même des fois des bruits. Et donc voilà, on enregistre un peu plein de sons tout le temps. Là, c'est notre baignoire. Parce qu'on est coloc en fait. On a une baignoire dans le studio parce que c'est très important. Non, mais en vrai, d'où contour hein, d'ailleurs, parce que dans nos salons, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie et tout, on fait contour. Mais d'ailleurs, Archimède a trouvé la poussée d'Archimède en prenant un bain, en prenant une pause de travail. Donc c'est très important de prendre des pauses, et c'est souvent en prenant des douches ou des bains qu'on a des bonnes idées, avec une casserole. Et donc voilà. Bon, c'est un peu long, là. Donc voilà, ça c'est un peu le son de base qu'on va remettre quand même là en plus court. C'est vraiment un passage qui était important. Donc voilà, un des outils qu'on utilise très souvent, nous, c'est derrière de mettre le son à l'envers. Surtout parce qu'on a beaucoup de sons qui sont en fait des impacts. Et qu'un son d'impact mis à l'envers, ça fait tout de suite une espèce de montée. Qui est un son qu'on a beaucoup moins dans la vraie vie, donc un truc comme ça. Donc ça c'est juste le même son.
Ça, c'est juste le même son mis à l'envers, il n'y a pas d'effet. Ensuite, on a juste recollé la montée du son à l'envers avec la descente du son à l'endroit, donc qui fait une espèce de petite vague. Donc voilà, et alors ensuite, c'est vrai qu'on a parlé un peu dans la présentation de nos influences au cinéma, parce que le sound design, nous on fait ça, mais il y a des pontes de ce travail-là qui travaillent beaucoup au cinéma. Le sound design est né au cinéma d'ailleurs. Oui, voilà. Et donc on lit énormément d'interviews à chaque fois qu'on aime bien un film, de comment ils ont fait le son. Et aujourd'hui avec Internet, il y a énormément de choses qu'on peut apprendre. Par exemple, un effet que nous on a découvert sur les films à gros budget, en général les gros blockbusters, c'est un truc qui s'appelle le subsynth. Donc ça va être pour n'importe quel son. Si par exemple là il y avait ma voix, si on mettait le subsynth dessus, ça ajouterait juste une onde très très basse fréquence qui va juste ajouter énormément de puissance à moi. Enfin pas de puissance mais du corps quoi, une espèce de... Typiquement l'hélicoptère Jason Statham où un bruit d'hélicoptère normalement ça fait floup, 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 comme ça, puis là ça va faire floup, 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 le gros son et donc là nous Mais c'est important parce qu'en vrai là, du coup le son devient plus juste une traduction juste visuelle de ce qui se passe, mais ça ouais, genre du coup il y a une espèce de message un peu sensoriel en tout cas qui... Donc là c'est avec le généré. Bon, c'est léger, mais voilà, il y a cette petite couche un peu plus grave qui tout de suite ajoute un peu du luxe au truc, quoi. Et alors ensuite, là plus influence musicale, des effets qu'on trouve dans toutes les palettes d'effets de guitaristes, donc reverb, chorus, et beaucoup de monde, mais là qui sont plutôt une inspiration qui vient de notre inspiration musicale, quoi. Donc, musique, cinéma, les deux. Un peu. Et donc là, avec reverb qui donne un peu d'amplitude et le chorus qui a un effet... qui joue sur la stéréo aussi un petit peu. Ouais, qui joue des harmoniques, enfin voilà, bon bref. Et au son final. Et qui a un son, donc on va mettre dans la vidéo au début. Casserole au début à la fin, je sais pas si vous l'avez vu. Donc voilà, ça c'était... Non mais c'est marrant en vrai, parce que ça se passe vraiment comme ça, quoi. Donc, Mais ça on le montre pas aux clients, la casserole, donc vous avez vachement de chance. Ensuite un autre effet, bon là c'était comment avoir un son et le transformer, donc une chaîne un peu linéaire. Et là c'est un autre effet qui est énormément utilisé dans le sound design. Nous, on a énormément regardé de vidéos de Ben Burtt, qui est le sound designer de Star Wars, qui a inventé le son du sabre laser, des blasters, d'énormément de choses. Il y a beaucoup de vidéos où il explique tel vaisseau, c'est un bruit de vieille Chevrolet, plus un bruit de machin. Donc c'est le layering où on met plein de couches. Et où c'est intéressant parce que, comme en image, j'essaie de faire des analogies avec l'image. Mais où le spectre fréquentiel va pas être, on va plus facilement avoir un son qui va prendre plus de place dans le spectre et qui, bon, bref. Donc là, c'est un exemple avec, on a reçu un jour une vidéo d'un designer qui s'appelle Chris Labrouille, qui fait des 3D, qui est écossais, qui habite à Londres et qui fait beaucoup de 3D. Et il avait fait une vidéo dans laquelle il est fasciné par les Porsche et il fait des Porsche un peu spec perso, quoi. Donc il invente. Ah ouais, pardon. Bon bref, il a fait des Porsche qui rebondissent. Et donc il fallait inventer un son de Porsche qui rebondit. Et donc là, on s'est dit, vas-y, on va avoir plusieurs couches. Donc ça, c'est juste un petit bout, voilà, avec nous le son avec lequel on est arrivé. Et puis en fait, c'est juste pour vous expliquer rapidement que donc voilà, c'est le son sandwich multicouche. Donc c'est celui-là. Et en fait, dedans, on va trouver un moteur de Porsche un peu filtré. Une résonance de yoga ball, donc les grosses balles qui rebondissent. Parce qu'on s'était demandé c'est quoi l'objet le plus gros au monde qui rebondit. C'était la yoga ball, quoi. Enfin, je pense qu'il y en a peut-être d'autres. Alors un choc aussi, parce que là, celui-là n'est pas très beau. Un autre son de moteur de Porsche Targa. Mais alors avec le subsynth, là, le synthé qui met des grosses basses. Et un son d'allumage de moteur un peu plus aigu, comme au début quand on galère. Voilà, et donc ça donnait ce...
Voilà, et donc, mais ce projet, on va en parler plus dans la partie 2. Ouais, voilà, on va y revenir un petit peu. Et donc, pour revenir un petit peu sur la thématique globale, comment créer le meilleur son du monde, en fait, tout est une question de perspective, en fait, et la première nuance, en fait, qu'on aime apporter à cette notion-là, c'est quel est le son qui définit le mieux l'objet qu'on doit accompagner nous, en fait. Et à partir de là, en fait, quel est le meilleur son du monde? Il vient s'insérer en fait dans un espèce de nouveau cadre qui nous reste à définir. Et on ne peut pas, nous, le définir de nulle part, déjà parce qu'on ne prend jamais les décisions pour les projets. Ce n'est pas nous qui créons ni le projet, ni la vidéo, ni quoi que ce soit. Donc il va y avoir une énorme part de communication avec les gens qui ont avec eux les connaissances relatives à ces choses-là. Et donc on va beaucoup parler entre nous pour commencer. Ensuite avec eux, en utilisant plein de mots, plein de descriptifs, plein d'adjectifs sur le son pour pouvoir donner en main en fait un langage que eux maîtrisent pas forcément, mais en fait comme si on accélérait une espèce de phase d'apprentissage d'un langage, quoi. Donc on va beaucoup parler et jusqu'à définir en fait quel est un petit peu le cadre dans lequel on va essayer de travailler. Même des fois, souvent, on a peur d'être relou quoi, sur des projets. Ouais. On se dit, mais parce qu'on envoie des notes hyper longues en écrivant, parce que justement, on a ce retard du son dans lequel en fait, on comprend rien, dans le sens les gens. Enfin, voilà. Et puis c'est tellement subjectif en fait. Donc nous, on va essayer très rapidement d'essayer de scinder l'émotionnel de l'intellectuel, parce que en fait, naturellement, je pense que les gens, quand ils viennent nous demander quelque chose, une musique, un son ou peu importe, ou les deux d'ailleurs, ils s'attendent forcément à recevoir le truc qui va leur plaire, alors qu'en réalité, ce qui plaît, c'est très subjectif. Donc on va essayer un peu de scinder l'intellectuel de l'affect, et dans un premier temps, plus se baser sur l'intellectuel. OK, quelle est la cible, quel est l'objectif de votre produit, quel est l'objectif de machin, de sorte à ce que ça devienne notre objectif à nous aussi. Et donc dans le meilleur des cas, et comme à chaque fois, en fait, on fonctionne naturellement avec des références qu'on reçoit, ou pas d'ailleurs. En tout cas, nous, on en fait quelque chose, on les rassemble, on en parle, on en envoie d'autres, des nouvelles et tout. Et donc, on a un espèce de premier cadre, comme ça, dans lequel le meilleur son du monde devient « Ah bah non, mais en fait, quel est le meilleur son pour ce projet-là » OK, parfait, très bien. Et ensuite, ça, on va revenir un petit peu après. La deuxième étape, une fois qu'on sait à peu près où est-ce qu'on en est, là, on va commencer à se mettre au travail. Donc, comme Jules l'a montré un peu tout à l'heure, à rechercher des sons, à enregistrer des trucs, à composer des trucs, et que ce soit de la disco, de la techno, du classique, ou même du sound design. On fait ce qu'on peut, quoi, en tout cas. Mais c'est certain, c'est qu'à partir de ce moment-là, on n'est plus perdu, quoi. On sait que quand on va enregistrer un son, on va l'enregistrer dans le cadre de l'objectif qu'on a bien compris à la base. Donc on n'est plus à la recherche du tube, quoi. Et c'est ça qui est marrant, parce que quel est le meilleur son du monde? Au final, on se rend compte, ça ne veut rien dire. Et parce qu'on peut très bien décider, avec un choix compris à la fois par nous et à la fois par le client, qu'on peut enregistrer un verre qui se casse avec le micro le plus pourri du monde. Ça fera objectivement le son le plus pourri du monde. Mais s'il est adapté, s'il est approprié, ce sera parfait, en fait. Et donc, tout d'un coup, c'est assez libérateur, en fait, de savoir exactement ce pourquoi on travaille. Et donc, voilà. En fait, grosso modo, à partir de cette étape-là, on envoie donc une première version. Et là, c'est un peu qui tout double. Parce que soit on reçoit une réponse négative, genre non, ça marche pas du tout, c'est pas ça qu'on veut entendre et tout. Soit c'est oui, et puis dans ces cas-là, ça se passe très bien. Mais si on a cette espèce de non radical, là, on se retrouve devant un petit peu une espèce de situation un peu délicate, mais qui nous apprend deux choses en général. C'est que soit le client ou la personne avec qui on travaille ne sait pas très bien exactement ce qu'elle veut, puisqu'on a déjà parlé longtemps avant de la direction dans laquelle on est, et nous, on ne se met pas au travail tant qu'on n'a pas ça. Soit qu'on a raté l'étape de séparation de l'intellect et de l'affect, et donc directement, on a une réponse affective en fait, à quelque chose qui, à ce stade-là de la création, devrait être plus presque théorique, quoi, presque pragmatique.
Mais voilà, puis en plus les références, quand on en reçoit, quand on en envoie, c'est souvent des choses très compliquées, je sais pas, du Beethoven ou du Stevie Wonder ou je sais pas, Daft Punk, n'importe quoi. Et des fois, c'est les trois ensemble en plus pour un même truc, pour un même clip de 15 secondes. Et tu te rends compte que, ah ouais, Beethoven, mais bon, il a quand même passé toute sa vie à faire son truc et tout. Nous, on a 2 semaines pour faire le machin. Genre, on va pas se réinventer une vie juste pour faire le truc. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour nous de communiquer, quoi. Et donc. Ouais, en plus, mais aussi beaucoup en cinéma, il y a beaucoup d'interviews de musiciens de films qui expliquent leur plus gros fléau, c'est la musique temporaire. C'est des monteurs qui vont utiliser une musique pour monter leur film. Et ensuite, on demande aux musiciens, voilà. Et sauf que il y a cet attachement émotionnel, bon, enfin en vrai avec tout, hein, mais c'est vrai qu'en musique, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc de j'adore cette musique, mais je sais pas pourquoi. J'adore ce morceau parce que je sais pas pourquoi. Et bon voilà, c'est ce qu'on essaie de combattre un peu. Donc même quitte à ce que le client aime pas, mais qu'il comprenne pourquoi en fait c'est ça, quoi. Et c'est pas la prétention de notre part, hein, encore une fois, genre, on n'est pas sûr de réussir très bien ce qu'on fait, mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on cherche absolument à faire en sorte que la direction ce soit pas la nôtre de toute façon, parce que c'est pas nous qui faisons les parfums, c'est pas nous qui faisons les chaussures ou je sais pas quoi. En revanche, nous, ce qui nous importe, c'est qu'on puisse fermer les yeux en fait et recevoir le propos de la même manière que si on regardait la pub et en se fermant les oreilles, quoi. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est un petit peu le général du processus à travers lequel on passe. Et donc ça, c'est effectivement le film qu'on vous a montré tout à l'heure en vous parlant un petit peu du layering avec les rebondissements et tout ça. Donc Chris Labroy, un mec indépendant pour lequel on a travaillé, on s'est bien entendu. On a contacté par email. Par email, ouais, et puis voilà, ça avait bien marché. Et il nous a envoyé... Non, c'est vrai. Il nous a envoyé du coup ce film qui est un genre de court-métrage un petit peu barré et sur lequel on a eu pas mal de liberté. Liberté qui n'est pas forcément un ami d'ailleurs, parce que ça peut rapidement en fait nous filer un peu le vertige, parce que tout semble un peu possible. Du coup, on s'est quand même reposé sur... je vais vous montrer quand même. Là, pour l'instant, ce sera sans musique. Donc, vous voyez. Voilà, donc sans musique, sans sound design, ça, c'est ça qu'on reçoit. Donc, on a un espèce d'univers un peu comme ça, un peu étrange, mais en même temps familier, avec des textures qu'on connaît. Il y a l'eau, il y a les trucs, il y a le bois, il y a les voitures. Il fait beau. Voilà, un peu années 60, c'est la plage, maintenant c'est cool. Bam, tac. Et attends, juste celle d'après, c'est avec juste les voilà. Donc ensuite... C'est pas vraiment ensuite, mais en tout cas là, dans le processus justement dont on parlait de choisir la bonne direction, et faire en sorte que le client, ou en l'occurrence un collaborateur, comprenne. Là, c'était surtout sur la musique. C'est vrai que les sons, les bruitages, le sound FX, alors qu'il y a plein de directions possibles, en général, on a moins de briefs. Les gens disent, ouais, mettez des bruitages, mais il y a plein de bruitages possibles. Mais bon, en l'occurrence, là pour celui-là, on était très libre, donc on vous met les sound FX un peu, mais rapidement. Sachant que c'était quand même un choix, c'est-à-dire qu'on aurait pu aussi proposer juste une musique, pas de sound design, ce qui aurait été... C'est un peu frustrant parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Et on a quand même plutôt fait avec le sound design, parce qu'effectivement, il y a toutes ces matières, et c'est assez cool. Bon, enfin en gros voilà, vous avez compris quoi. Non mais c'est qu'on va vous remettre la musique. Voilà, on va vous mettre ensuite avec la musique. Donc ensuite, voilà pour la musique. Donc comme je vous disais un peu, on s'est un peu posé comme ça devant l'écran et on a regardé ce qui était un petit peu évident. Et donc comme je vous disais, le soleil, années 60, Los Angeles. Voilà, on imagine un petit peu tous les vices qui vont avec ces clichés-là. Et donc on se dit, ouais, ok, vas-y, on va faire de la funk, ça va être sympa. En plus, c'est un peu bouncy et tout, c'est cool. Et donc on est parti là-dessus. Donc on lui a envoyé plein de tracks différentes, enfin pas tant que ça au final, mais pour bien un petit peu délimiter ce style-là et lui dire, voilà pourquoi on pense que ça pourrait marcher avec le truc.
Il a dit OK, vas-y, c'est parti, ça marche très bien avec moi. Et donc, on a commencé une composition standard, donc de funk, que j'ai pas, donc je vais pas vous la faire écouter. Mais voilà, donc on est parti sur un truc assez classique. Et ensuite, on a regardé le truc et on s'est dit ça marche, mais ça marche pas. Et Le ça marche pas qu'on essaie d'éviter chez les clients. ouais, voilà, on s'est un peu injecté nous-mêmes avant quand on s'est dit ça marche, mais ça marche pas. Nous, on a ça va. Et donc on se dit ok, bah ça marche pas, pourquoi? Et en fait, on s'est dit mais en fait on est un peu con quoi, genre c'est quand même un peu étrange de mettre une musique tout à fait convenue et tout à fait naturelle sur des voitures gonflables qui sautent sur des maisons, quoi. Et donc on a un petit peu décidé de garder ce qui était quand même crédible et ce qui allait avec ce champ des possibles-là, donc la musique un peu funk, un peu disco, un peu et tout. Mais on l'a complètement retravaillé en utilisant pour le coup nos vieux démons, nos goûts, Monsieur Oiseau, voilà, donc toutes ces cliques de musiciens électroniques qu'on aime beaucoup, qui samplent beaucoup et qui réutilisent en fait une musique qu'on connaît et des sons qu'on connaît, mais agencés d'une manière différente, arrangés d'une façon à ce qu'on ait l'impression un peu d'être dans un espèce d'univers parallèle. Et donc je vous remontre la vidéo finale du coup. Voilà, donc c'était un peu ça le résultat final. Donc voilà, je pense qu'on a essayé de vous expliquer un petit peu quel était... Pas un truc après encore Si, il y a ça je crois, mais voilà, c'est pas...